Donc ce projet, on a démarré en 2019. Dès le départ, en fait, le maître d'ouvrage avait une volonté, c'est-à-dire que lors de la visite, même pendant le concours, il nous a dit, je vous préviens, je ne veux pas du tout de plaques de plâtre dans mon bâtiment. Donc du coup, ça a donné un petit peu, je dirais, l'ordre de marche. Nous, en plus, c'est des choses qui nous touchent beaucoup, parce que on aime en fait travailler sur ce genre de challenge aussi. On a l'habitude de construire des bâtiments en ossature bois, se poser la question de l'utilisation de matériaux locaux. Donc là, en visitant un petit peu les alentours, une des idées du projet, ça a été aussi d'utiliser la construction en terre, parce qu'on a pas mal de constructions en terre, plutôt en pisé en fait, sur la région. Donc on s'est posé la question de comment utiliser cette terre qui visiblement est propre à la construction, parce que c'est pas pour rien que les anciens l'ont utilisée. Donc on a pris le parti d'utiliser un procédé de terre coulée, donc, qui est à la portée finalement de toute entreprise de maçonnerie locale en fait, qui a des branches et qui a l'habitude de faire du béton. Donc les murs qui sont bâchés derrière vous là en fait sont des murs en terre avec une partie de terre du site et une partie de terre de Serment-Tison, c'est à 17 km d'ici, qui est une terre un petit peu plus rouge en fait, rouge ocre. Donc, en fait, les murs sont protégés aussi des intempéries parce qu'ils ont vocation à l'intérieur du bâtiment. Après, on a mis en place aussi toute la démarche d'utilisation de bois local. C'est des choses qu'on avait déjà testées sur d'autres projets. Alors, nous, on vient de Lorraine, et donc avec un de mes associés, Christophe Aubertin, en fait, on a un collectif d'architectes, Studio de l'ADA. On est 6 architectes associés. Et on est une quinzaine d'architectes aujourd'hui en fait, à travailler sur ces questions en fait, qu'on aborde aujourd'hui. Et on avait eu l'occasion, dans le cadre d'un projet de gymnase, d'utiliser les bois locaux de notre région, de la forêt vosgienne en fait, qu'on connaît bien. Et donc on s'est dit pourquoi pas l'utiliser aussi ici, le mettre en application sur un territoire finalement qu'on a découvert en même temps que la réalisation du projet. Et c'est avéré qu'en plus, ici, contrairement à chez nous, la région Auvergne, en fait, Rhône-Alpes, est porteuse en fait de ça, en fait, c'est-à-dire de l'utilisation de bois local, donc et des subventions qui sont mises à disposition des maîtres d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, en fait, quand on lui a exposé un petit peu le principe, il a trouvé ça forcément encore plus intéressant. Même si dès le départ, en fait, il avait quand même un engagement, le fait de dire je veux pas de placo, il y avait un engagement aussi quand même plutôt tourné vers l'avenir, vers l'environnement. C'est lui qui a vraiment poussé à ce qu'on installe un mode de chauffage en géothermie. Hein, c'est les puits que vous voyez là. Donc on a 12 puits en fait, à 140 mètres de profondeur qui permettent d'alimenter un plancher chauffant. Donc le bâtiment, 2700 m2, complètement chauffé par ce mode. Donc le projet là, il est vraiment poussé jusqu'au bout, même au niveau production d'énergie. C'est-à-dire qu'on utilise une énergie locale en fait. Comme le bois est local, le mur de masse intérieur est local aussi, c'est de la terre. Donc on a vraiment poussé à l'extrême, je dirais, ce qu'on pouvait faire en utilisation de matériaux locaux. Après, au niveau de l'aménagement intérieur du bâtiment, pareil, on est plutôt sur du cloisonnement bois avec du parement bois. Et de même, en fait, c'est du sapin pectiné, tout comme la charpente, qui est utilisé à l'intérieur, en bardage intérieur, en fait, sur les façades est et ouest du bâtiment. Donc les deux longs pans, en fait, du bâtiment. Et après, quand on a besoin, bien évidemment, de cloison coupe-feu, là, on a utilisé du fer-nacelle. Voilà. On va avoir quelques endroits, en fait, où on a des cloisonnements fer-nacelle. Tous les plafonds dans le bâtiment sont traités pareil en bois, en sapin pectiné, des petites planches. Je vous montrerai, on a des échantillons de 10 cm de large, avec une planche, un vide, une planche, un vide, pour des raisons de traitement acoustique de l'ensemble. Voilà. Après, au niveau de la toiture aussi, l'idée c'était de partir sur un système constructif assez simple. Donc le modèle de maison archétypale dans ce contexte un petit peu plutôt pavillonnaire en fait nous a apparu comme étant une réponse assez juste. C'est le profil qu'on voit ici. Hein. Donc, on est vraiment sur un profil de toit à deux pans, même si au final, visuellement, le bâtiment ne laissera jamais imaginer en fait cette coupe là. C'est les enfants quand ils seront à l'intérieur de la salle de classe,
En fait, on a une salle de classe qui se trouve ici, vous voyez, sous les deux pans, et on a ici la circulation. À chaque fois, les salles de classe bénéficient de l'intégralité du volume sous la charpente, et donc on a systématiquement dans chaque salle deux éléments de charpente, deux fermes, donc une, deux, qui viennent marquer l'espace en fait, extérieur. Donc c'est des fermes qu'on a dessinées de manière plutôt orthogonale, hein. On n'est pas du tout sur des fermes dessinées classiquement. Et on a poussé un petit peu la démarche, c'est-à-dire que utilisant du bois local, on a vu avec notre bureau d'études, qui est Sylvain Conseil, qui est basé à Clermont et à Paris, comment on leur a posé la question, est-ce qu'on pourrait n'utiliser que du bois massif, vraiment limité au maximum le lamellé collé, qui est du bois massif aussi certes, mais qui subit encore plus de transformation. Et donc on a quasiment 80% des bois qui ne sont pas lamellés collés. Et les lamellés collés sont aussi, les lamelles en fait sont des lamelles de bois issues pareil du livre de forêt, qui sont collées par Guillaume. Voilà. Donc on a la chance d'avoir du coup cette entreprise qui nous a aussi permis de mettre au point l'ensemble du projet tel qu'on l'avait imaginé en fait dans un premier temps, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc ça c'est vraiment bien. Et ça a été rendu possible aussi parce que dans le cadre de l'appel d'offres, bien évidemment, vous le savez, sur la grande difficulté, en fait, comment préconiser un matériau sans vraiment dire son nom, en obligeant l'entreprise de l'utiliser, mais en restant dans le code des marchés publics, etc. C'est toujours la croix à la bannière. Donc là, ce qu'on a mis en avant, c'est un peu le procédé qu'on avait mis en place pour l'expérience sur d'autres projets. On a utilisé le fait de demander aux entreprises qui répondaient au projet de remplir un tableau avec le bilan carbone de chaque entreprise. Donc l'idée c'était de dire voilà, où est-ce que vous prenez votre bois, quel est son trajet, comment vous le ramenez ici, et au final, au niveau énergie grise, en fait, quel est le bilan. C'est ça qu'il faut. Et donc ça nous a permis, via une notation bien évidemment, sur les 60 points techniques, en fait il y avait 20 points qui étaient vraiment attribués à cette part de la note. Un tiers. Donc on a appliqué la même technique pour le menuisier intérieur aussi. Ce qui d'ailleurs a été compliqué, parce que dans le cadre du premier appel d'offres, on n'a eu aucun menuisier qui a répondu. Donc on a dû relancer en fait l'appel d'offres pour le lot menuiserie intérieure. Donc sur le lot charpente, en fait, de fait, il y a une entreprise qui a répondu de Mayenne. En fait, de fait, ça ne fonctionne pas en fait, clairement. Et l'entreprise Guillot a vraiment bien joué le jeu. Il y avait d'autres entreprises qui avaient bien joué le jeu aussi. Après, bien évidemment, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Mais du coup, ça nous a permis d'axer vraiment le travail du charpentier dès le démarrage, dès l'appel d'offres, de l'orienter sur du bois local. C'était vraiment, c'est un peu la clé de voûte du projet, parce que derrière aussi, sans l'obtention de cette labellisation, le maître d'ouvrage perd une certaine somme qui, du coup, derrière ne va pas permettre en fait de boucler complètement le budget. Donc voilà pour la partie bois local. Ensuite, donc, au niveau de la mise en place du bâtiment, nous on se trouve ici actuellement. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est cet ensemble-là. C'est cette paroi qui, à terme, en fait, sera plus visible. L'accès se fait via la rue des Récollets, via ce porche, en fait, qui est ni plus ni moins que le soulèvement en fait, de l'égout de toiture, de la rive de toit, qui vient marquer l'entrée. Et cette entrée donc s'ouvre sur un patio autour duquel s'organisent tous les locaux communs aux deux écoles. Donc là, on a tous les locaux périscolaires qui prennent jour en fait sur ce patio intérieur. Et les parents, le soir, quand ils vont récupérer leurs enfants en périscolaire, ils viennent les récupérer en traversant le patio. C'est-à-dire que l'école va être fermée de part et d'autre. D'un point de vue fonctionnement, voilà, on est vraiment sur cet axe-là, très transparent, très verdoyant entre l'entrée et le périscolaire. Après, sur la gauche, vous avez l'école élémentaire et sur la droite, l'école maternelle. École élémentaire, donc on a une succession de classes qui s'organisent donc derrière le mur à chaque fois.
Et côté cours, on a une circulation largement vitrée qui vient desservir l'ensemble des salles de classe. On est vraiment sur une situation de deux cloîtres en fait, qui se tournent le dos, un petit peu comme ça, mais deux cloîtres qui pour autant restent très très ouverts en fait, sur l'extérieur. Donc, ils sont en sapin pectiné. Donc, ils sont d'un seul tenant, ils sont en section 160 par 200. C'est du bois massif. Donc c'est du bois massif. Les longueurs sont entre 11 et 13 mètres. Vous voyez là, c'est vraiment. On n'a pas la mêlée collée comme on dit. Et après, ces parties-là, on les met les collés. Donc en sapin pectiné aussi, sont les arbalétriers. Vous allez voir en fait les fermes construites à côté. Et pourquoi un massif du coup et un massif collé? En fait, pour des raisons de structure. On avait besoin d'une résistance plus importante au niveau de l'arbalétrier. Ok. Et chose qui n'était pas tenable en fait avec le bois massif seul. En fait, structurellement, ça ne fonctionnait pas. Okay. Donc, on avait besoin vraiment d'efforts beaucoup plus importants. Vous allez comprendre pourquoi au niveau de la mise en place du bâtiment et de sa structure première. Donc, le principe est assez simple, vous allez voir, hein, c'est des fermes donc, de sapins sur lesquelles on vient positionner des caissons qui sont livrés sur site préisolé. Après dessus on vient remettre en place une laine de bois en sarking et après au-dessus le littelage sur ce qu'on voit derrière nous, sur le pare-pluie et donc la couverture tuile. Et du coup par rapport au séchage des bois massifs, parce que je vois que c'est des assemblages pré-usinés avec connecteurs métalliques. Oui, c'est ça. Ouais. Et ben en fait, on avait la mission EXE, Ouais. donc le bureau d'études Silva avec qui on travaille sur le projet avait dessiné dès la phase de cette consultation toutes les pièces. Donc c'était très rapide en fait pour l'entreprise pour se projeter dans le débit à réaliser et à donner son débit tout de suite en fait, dès le démarrage du chantier. Donc c'est-à-dire qu'on a démarré le chantier en avril. Donc il y avait quand même pas mal de travail, de gros œuvres, d'infrastructures et tout à réaliser. Pour autant en fait, voilà, le scieur a eu sa commande pile poil au moment du démarrage de la phase préparatoire de chantier quasiment. Quoi. Et le bois a été séché en amont ou Ouais, le bois du coup a été séché en amont. D'accord. Parce que du pour le projet après pour le projet après l'appel d'offres. Oui, Ouais. c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Et l'assemblage connecteur et bois massif, ça a déjà été testé par Oui, par Silva. par Silva, ouais, c'est ça, ils l'ont déjà fait. Sur d'autres projets aussi. Vous l'avez testé aussi, d'accord. Sur d'autres projets, je pourrais vous montrer. Parce qu'on peut se poser la question justement de l'élasticité, en fait, on va dire, du bois massif par rapport à la mêlée collée et des éventuelles déformations par rapport à des connecteurs qui, eux, sont censés rester très rigides. En fait, le scieur, il a bien séché son bois dans les règles de l'art, il a pris le temps. C'est aussi pour ça qu'on a un décalage dans le temps, c'est lié aussi à la réalisation de ces bois. Donc on a toute l'aile maternelle qui est terminée en termes de charpente, et l'élémentaire qui vient d'être livré, donc c'est-à-dire qu'en temps masqué, on a la réalisation de ces bois, il y a un roulement qui s'est mis en place en fait, au fil du chantier.